T'as gagné combien d'argent au total, Jérôme, avec ta chaîne YouTube aujourd'hui? Si on regarde depuis le départ, tout confondu, on est à 200 000 €. OK, cool. Et en une phrase, si tu devais me donner envie de m'abonner à ta chaîne, tu dirais quoi? Bah, si tu nous regardes ou si tu nous écoutes et que tu ne connais pas du tout ce que je fais et surtout si tu considères la comptabilité et la finance comme chiant, bah, tu vas sur ma chaîne, tu regardes une vidéo et je te montrerai que c'est pas du tout le cas. OK, très cool. Pour ceux qui connaissent pas Jérôme et sa chaîne Bienvenue au cabinet, je donne quelques petites stats pour remettre dans le contexte. Donc la date de la première vidéo, c'est le 18 septembre 2020, la première vidéo aujourd'hui publique, qui était sur le statut de l'auto-entrepreneur et qui culmine à 4 700 vues aujourd'hui. Tu as fait en tout 81 vidéos, dont 71 vidéos longues. Tu as 160 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Et le nombre de vues de base d'une vidéo, c'est-à-dire une vidéo qui marche pas très très bien, va faire aujourd'hui à peu près 120 000 vues. Et la meilleure performance aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'appelle La très longue descente aux enfers de vodka, qui a fait 1,4 million de vues. Est-ce que c'est cette vidéo qui t'a ramené le plus d'argent aujourd'hui sur ta chaîne? Si on regarde, non, la vidéo qui a ramené le plus d'argent, c'est la vidéo, Villebrequin. La Ok. vidéo Villebrequin où j'avais mis plus de placements produits. OK, d'accord, très bien. Parce qu'il y a du coup des vidéos sponsorisées et des vidéos où tu as que des revenus AdSense. C'est ça. Et est-ce que tu as réussi aussi à identifier quelles étaient les vidéos qui avaient le plus contribué au fait de amener des clients à ton cabinet d'expertise comptable, même si c'est pas le but premier de la chaîne, on en reparlera après. Ça, tu as réussi à identifier ça un petit peu ou bien c'est plutôt quelque chose de latent, les personnes, à force de consommer tes vidéos, un jour, quand ils ont besoin, ils t'appellent? Bah, ce qui est surprenant, c'est que j'ai des demandes de clients, je dirais, ou en tout cas de rendez-vous toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc on peut pas vraiment dire il y avait des vidéos qui ressortent. Par contre, ce qui est certain, c'est que dès que je fais une vidéo sur un créateur de contenu, donc principalement des youtubeurs, derrière, j'ai souvent des créateurs de contenu qui me contactent. Alors que sur les autres OK, typologies de vidéos, ça va être tout type d'activité. OK, intéressant. Tu dirais que c'est quoi toi ton unique obsession? Le truc que tu es le seul à penser et qui te différencie de toutes les autres chaînes YouTube qui vont parler d'entreprise ou de finance? Je sais pas si tu as vu Matrix, dans Matrix, Neo voit, toute la vie à travers des lignes de code. Bah, moi, je vois toute la vie à travers des chiffres et de la finance et donc je pense que c'est ça qui me différencie, c'est que j'essaye toujours d'expliquer les choses à travers les chiffres et qu'en fait, la finance est un peu partout, dans toutes les réflexions, dans toutes les causes et les conséquences et le faire simplement en utilisant, en fait, en vulgarisant, je pense que je suis, l'un des seuls à le faire aujourd'hui sur YouTube. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui m'impressionne dans ton contenu, c'est ta capacité à prendre un document qu'on va appeler bilan comptable, entre autres choses, hein, évidemment, mais ça, c'est toujours le plus impressionnant et à le dépouiller et à réussir à raconter une histoire à partir de là, en fait. Toi, tu arrives à traduire des lignes comptables en histoire, en galère, en opportunité, et ça rend le truc passionnant parce que c'est quelque chose que le commun des mortels est pas capable de faire, quoi. Donc Ah ben les gens les gens et même les chefs d'entreprise, une grosse partie détestent, détestent. Ils veulent comprendre leurs chiffres, mais dès qu'on les met face à des chiffres, ils se sentent presque pesés par toute la partie administrative. ouais, il faut un peu un blocage dessus, quoi. OK, très bien. Je prends quelques secondes pour, parler un tout petit peu de vidéobiz, et je fais la transition parce qu'effectivement chez nous, on est pas mal orienté data aussi, donc je suis un peu le Jérôme de chez vidéobiz, dans le sens où j'essaie de traduire les chiffres et les analytics YouTube en choses qu'on peut opérer sur nos chaînes pour les rendre meilleures. On a bossé avec pas mal de médias comme Netflix, Énergie ou Le Crayon et on a créé un canal d'acquisition assez solide, pour les startups aujourd'hui comme Swappen ou l'Expert Comptable. On bosse aussi avec d'autres chaînes YouTube, hein, de comptabilité, que la tienne et plein de vos créateurs préférés font aussi appel à nous, genre Silent Jill, Astronogeek ou Bienvenue au cabinet qui est ici avec nous. Donc voilà, on a une team de spécialistes YouTube qui couvre toute la chaîne de prod, de la stratégie au script, au montage, aux miniatures et puis le suivi data évidemment. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous allez sur videobiz.fr pour prendre rendez-vous avec Mathieu et nous parler de votre projet. Allez, on reprend. Toi, aujourd'hui, si tu devais nous expliquer un peu ton métier en dehors de YouTube, qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment t'imbriques YouTube dans ton métier? En fait, comment tu combines un peu les 2? Alors aujourd'hui, mon vrai métier, c'est expert comptable. L'expert comptable, c'est, pour simplifier, le médecin généraliste du chef d'entreprise. C'est-à-dire que c'est lui qui va suivre, la vie
de son entreprise à travers les chiffres et qui va dire, en fait, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Et derrière, on va être aussi son conseiller numéro un. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client a une question, une interrogation, il va en premier lieu appeler son expert comptable pour avoir un accompagnement et un suivi dans ses réflexions. Donc mon métier premier, c'est expert comptable et c'est un peu dans cette idée-là que j'ai créé la chaîne Bienvenue au cabinet, parce que je me suis rendu compte que toute une typologie de gens n'ont pas accès à des experts comptables, c'était les auto-entrepreneurs. C'est pour ça que ma toute première vidéo porte, sur les auto-entrepreneurs parce que eux ne vont pas avoir des experts comptables et donc j'ai voulu trouver un moyen, de les accompagner indirectement, un peu comme toi tu le faisais avec la chaîne, avec ta chaîne YouTube. C'est-à-dire d'accompagner les gens sans pour autant que l'on soit en lien direct. Donc j'ai créé cette chaîne, au fait d'être, une sorte d'expert comptable virtuel pour les gens qui n'en ont pas. Ça, c'était le lien de départ, et petit à petit, au fait, je suis parti sur la vulgarisation pour essayer de développer ça et de montrer, au fait, qu'être chef d'entreprise, c'est pas toujours quelque chose de simple. En fait, de changer un peu cette vision, négative que les gens ont du chef d'entreprise et de l'entreprise Ouais, et du comptable aussi, et ou du de la comptable comptabilité d'une aussi. manière générale. Je sais pas Tout si à on a fait, ouais. on a un avis négatif des comptables, mais on a un avis généralement négatif sur la comptabilité, tu vois? C'est le truc qu'on n'a pas du tout envie de faire et je trouve que toi tu redonnes un sens, globalement à quoi ça sert la comptabilité, qu'est-ce que ça permet de faire et tu vulgarises ça très, très bien. Bah, je Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que beaucoup de créateurs ont fait comme toi. Enfin, le coin des youtubeurs, j'ai fait la même chose, effectivement. Commencer par des petits tutos, des choses très, très pratico-pratiques, pour au bout d'un moment se rendre compte que on touche une toute petite portion des gens en faisant ça, et que si on veut vulgariser un public beaucoup plus large, finalement, on doit trouver d'autres moyens pour intéresser, le public que simplement, l'explication technique pour faire une action de notre expertise, quoi. Et du coup, on a un peu suivi le même chemin en parallèle, peut-être moi j'ai peut-être quelques mois ou quelques années de retard sur toi, mais dans l'esprit, on est un peu pareil. Bah, Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? ouais, justement, c'est que par rapport à ça, moi, je me suis rendu compte que, les gens qui allaient sur YouTube et qui se posaient la question et donc on va dire, quel est le meilleur statut? Ils se sont déjà posé la question, quel est le meilleur statut pour le chercher et en fait, ces gens-là, techniquement, sont souvent déjà allés voir quelqu'un pour être conseillés et l'idée, c'est plutôt justement de toucher les gens qui ne se sont pas encore posé cette question et c'est via, la vulgarisation, via, le storytelling, via ces histoires-là qu'on peut arriver à mettre des petits messages dans la tête des gens qui, un jour ou l'autre, en fonction de ce qu'ils vont se poser comme question, vont dire: «Bah, tiens, je m'en rappelle ou j'ai déjà entendu parler de ça quelque part» et c'est là que ça peut être beaucoup plus intéressant et en tout cas que tu te rends compte que, bah, des premières vidéos, qui faisaient, 1 000 ou 3 000 vues parce qu'elles répondaient à une question et il y avait 3 000 personnes qui se posaient la question. Aujourd'hui, tu en as certaines qui ont dépassé, le million de vues, quoi. Ouais. Ouais, c'est super intéressant, c'est un truc qu'on constate sur pas mal de chaînes. En fait, il y a 2 stratégies quand on a une expertise. Soit on veut apprendre aux gens à faire comme nous. Si toi tu voulais faire une chaîne YouTube pour expliquer aux gens comment devenir expert comptable, bah, tu aurais continué de faire des tutos, j'imagine. Mmh. Globalement, toutes les personnes qui sont plutôt de l'ordre de la formation, des formateurs et cetera, vont avoir cette approche-là, de continuer à faire des tutos, des guides complets pour donner toute leur expertise. Sauf que des personnes comme toi ou moi qui avons une agence, un cabinet comptable, nos clients n'ont pas besoin d'apprendre à faire ce qu'on sait faire. Ils ont besoin de savoir qu'on existe, ils ont besoin de savoir ce qu'on peut leur apporter. Donc du coup, on doit faire des vidéos beaucoup plus larges parce que sinon ils viendraient pas les voir, tout simplement. Et là, je parle uniquement entre guillemets «de conversion», effectivement, pour faire venir des clients chez nous. Mais bien sûr, généralement, notre mission, elle part avant tout de l'idée de servir le plus grand nombre, qui deviennent clients ou pas un jour, on s'en fiche un peu en réalité. Le point de départ, c'est plutôt de dire, bah, il y a, dans ton cas, plein d'auto-entrepreneurs qui se disent: «Je suis pas obligé d'avoir un expert comptable, je sais pas à quoi ça sert», et donc ces personnes, bah, il faut leur expliquer parce que peut-être qu'un jour ils en auront besoin même en étant auto-entrepreneur. Et puis moi, j'ai tout plein de petits créateurs de contenu qui se lancent, qui sont motivés, qui se disent pas: «Aujourd'hui, j'ai besoin d'une agence, d'un monteur, d'un scriptwriter», mais qui pour autant ont plein de choses à apprendre. Et donc je trouve que sur YouTube, c'est un bon schéma, on va dire, de se dire: «Bah, on va servir tout le monde», et dans ces, centaines de milliers de personnes, il y aura de toute façon quelques clients ou quelques personnes qui seront intéressées par les sponsors et qui
permettront de financer le fonctionnement de la chaîne et ça, c'est l'opportunité qui nous permet de continuer de vulgariser gratuitement auprès du grand public, quoi. Je sais pas si tu vois la même approche Ouais, un petit peu ou? alors moi je le vois comme ça et surtout, je considère que c'est une stratégie, même si j'aime pas trop le terme, qui est moins vendeur de formation et moins, directe. C'est-à-dire que souvent, si tu fais une vidéo pour 2 000 personnes, tu as presque une obligation que tu aies un retour sur investissement par rapport à ta vidéo. Alors que quand tu tires beaucoup plus large en termes de viewers, derrière, tu es moins dans cette approche directe. Tu es plutôt sur le long terme. De toute façon, tout le monde dit que YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est exactement la même chose d'un point de vue business. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se dire: «Je me lance sur YouTube et il faut que dès ma cinquième ou ma dixième vidéo, je sois rentable». Déjà, souvent, ça va être mal perçu par le viewer et il le ressent ça automatiquement. Quand tu fais des vidéos, toutes les semaines ou tous les mois, que tu aies une demi heure ou 15 minutes à parler à quelqu'un, on arrive à ressentir le pourquoi tu fais ça et si tu fais ça vraiment parce que tu as un sentiment de vouloir le faire ou si tu fais ça juste pour l'argent, c'est ressenti et derrière tu y arriveras pas. Ouais, c'est clair. En fait, même si vos vidéos sont hyper scriptées, les gens, ils vont lire à travers, quoi. Enfin, quand des personnes vont passer des heures, parce que c'est le cas, à vous écouter, ils vont se rendre compte de la personne qu'il y a derrière, des motivations qu'il y a derrière et cetera et si c'est pas sincère, ça se ressent, quoi. Ça se ressent, ouais, tout à fait. C'est toi, tu dirais que tu as réalisé à peu près combien de revenus sur l'année 2025 avec ta chaîne? Puisque ta chaîne existe depuis 2020, donc dans le gros chiffre que tu nous as donné au début, j'imagine que ça se découpe un peu dans le temps. En 2025, ton revenu total, c'est à peu près quoi? Puis après, on va redécouper, partie par partie. De toute façon, l'année 2025, c'est la meilleure année pour la chaîne. Si on parle juste des revenus tirés de la chaîne, je suis rentré dans la monétisation courant, 2023. Les sponsors ont débuté courant 2024. Donc 2025, c'est aujourd'hui la meilleure année et je sais déjà aujourd'hui que 2026 sera meilleur que 2025. Grosso modo, cette année, sur la chaîne, hors mon activité professionnelle, j'ai eu un chiffre d'affaires d'à peu près, 50 000 € et OK. si on parle de revenus, un résultat d'à peu près 10 000 € sur la chaîne. Donc toi, là, c'est le comptable qui parle. Donc c'est-à-dire qu'on C'est passe ça. d'un chiffre d'affaires de 50 000 à un résultat de 10 000. Ça veut dire Voilà. quoi le résultat? C'est-à-dire que globalement, tu as déduit de ton chiffre d'affaires tes dépenses, c'est ça? L'ensemble des sorties, ça veut dire que ce soit, les dépenses pour, le développement de la chaîne, les investissements et pourquoi pas la rémunération, s'il y en a quoi. Enfin voilà, toutes les dépenses intégrées. OK. Et sur le revenu, est-ce que tu es OK pour qu'on rentre un petit peu dans le détail de, par On exemple, combien peut t'ont ramené rentrer les sponsors, combien t'ont ramené AdSense? on peut rentrer dans le détail, il y a pas de souci. Aujourd'hui sur la chaîne, entre AdSense et les sponsors, on est à peu près à 50-50. Donc OK, grosso modo, j'ai eu un peu plus de 25 000 €, de revenus AdSense, donc vraiment liés aux publicités. Sachant que par contre, je limite le nombre de publicités sur les vidéos pour pas non plus, altérer, la partie expérience du viewer. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui, râlent actuellement du nombre de pubs, placées sur les vidéos. Moi, je me limite, souvent à un par chapitre, parce que la vidéo souvent est découpée en chapitres et j'évite de mettre une publicité juste après une sponsor par oui, exemple. Donc voilà, j'ai un revenu à peu près, pour moi qui est autour des 4-5 € les 1000 vues. Qui est peut-être un peu d'accord. inférieur ou supérieur, j'en sais rien. Moi, je suis à 4 et demi, 5 € les 1000 vues et au niveau des sponsors, j'ai quand même la chance que la chaîne a décollé, au cours de l'année. Donc c'est vrai qu'entre mes sponsors que j'avais, en début d'année 2025 et les négociations que l'on fait aujourd'hui avec mon agent, on n'est pas du tout dans la même tarification. Mais grosso modo, hors taxe, sur l'année, j'ai encaissé à peu près 25 000 € liés aux sponsors. Mais si on prend mes sponsors en début d'année et mes sponsors en fin d'année, en négociation, je suis quasiment à x2 D'accord. sur le prix à la vidéo. Sachant que je pourrais être encore plus haut, mais que je refuse les placements produits, soit avec des produits type, placement boursier ou ce genre de choses, où, les gens sont prêts à payer très, très cher pour, apparaître sur la chaîne. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que tu as une audience qui est
évidemment très qualitatives, on va dire, c'est moche de dire ça, mais il y a toutes les audiences sont qualitatives, mais par rapport à un sponsor, tu as une audience qui est normalement un pouvoir d'achat un peu plus élevé que des ados qui vont regarder du gaming, par Mmh. exemple. Et donc du coup, ça attire des certains types de sponsors et donc moi, je suis un petit peu dans les petits papiers, donc je connais un petit peu les histoires derrière. Je sais tu fais très, très attention à, à l'image de ta chaîne YouTube, en partie pour toi, mais en partie parce que tu travailles avec, dans ton cabinet, d'expert comptable et que, ben, tu es un peu aussi redevable vis-à-vis d'eux. Enfin, ton image ne doit surtout pas, avoir un impact sur l'image du cabinet aussi, donc tu dois un peu marcher sur des œufs, quoi. En fait, faut C'est ça? faut trouver le bon équilibre, ouais. Alors ce qui est aussi normal parce que dès que tu es une personne publique, parce que indirectement, si tu es sur YouTube, tu es une personne publique, ton image peut être utilisée et peut être analysée, par n'importe qui et quand tu as un cabinet d'expertise comptable, bah, automatiquement tu as des clients qui sont dans n'importe quelle typologie d'activité. Qu'il faudrait pas, se mettre en porte-à-faux déjà vis-à-vis des clients. Ensuite, moi, dans mon cabinet, j'ai des associés, donc faut pas non plus que je me mette en porte-à-faux et que je transmette un message qui sont complètement opposés, au message que souhaiteraient, donner mes associés. Et ensuite, simplement, j'ai une profession qui est réglementée, expert comptable et juste déjà par rapport à ça, je veux pas faire, n'importe quoi et je dirais que même, indirectement, il y a même aussi le côté humain et ça, on le voit, d'un créateur de contenu à l'autre, tout le monde n'accepte pas toute typologie de sponsor parce que, bah, derrière, il y a aussi, ta vision propre et c'est vrai que par rapport moi à ma vision, je suis en tout cas, je ne fais des sponsors que pour des produits que je considère comme de qualité. OK. Et par rapport au fait que le tarif des sponsors, il est fait fois 2 dans l'année, je regarde un petit peu les stats de tes vidéos, les stats ont un petit peu progressé, mais ça a pas forcément fait fois 2 non plus, Non, systématiquement. À quoi tu attribues le fait que maintenant, bah, est-ce que vous étiez sous-négocié avant ou est-ce que, alors il y a d'autres éléments qu'on n'a pas? je pense que déjà il y a la régularité. C'est-à-dire que quand on était en 2024, je faisais des vidéos qui faisaient, oui 100, 200, 300 000 vues, mais il y avait encore des vidéos qui faisaient, 20, 30, 40, 50 000 vues. Donc automatiquement vis-à-vis du sponsor, il le voit pas de la même manière que, bah, quand tu as fait, 10 vidéos, sur ces 10 vidéos, tu en as 9 qui ont fait, les 100 000 vues et certaines qui ont dépassé. Heu, Déjà lui, le voit pas de la même manière. Ensuite, je pense que malheureusement et les marques sont en retard sur, la réalité de la plateforme YouTube, sur l'analyse des datas. En ce sens où, j'ai encore dans les négociations et dans les échanges, des mots sur le nombre d'abonnés. Alors qu'un nombre d'abonnés, aujourd'hui, si on est créateur de contenu, on le sait tous, ça veut rien dire. Aujourd'hui, c'est les vues qui comptent plus que le nombre d'abonnés. Mais l'air de rien, bah, l'année dernière, au mois de janvier, j'avais pas encore les 100 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai, 160 000. C'est pas non plus la même vision, vis-à-vis, de l'extérieur et je pense que la dernière chose, c'est que à force aussi, d'être sur la plateforme, alors je vais pas dire je deviens un expert parce que c'est pas le terme adéquat, mais en tout cas, je pense que j'ai un positionnement de véritable créateur de contenu et pas de quelqu'un qui est là juste pour passer. Ça doit aussi jouer dans la négociation avec les marques Ouais, donc et juste pour te donner un exemple, l'année dernière, moi, j'ai, je crois, à peu près la moitié des vidéos qui ont été sponsorisées parce que le sponsor arrivait, 2 semaines, 3 semaines avant l'enregistrement et donc, bah, il y avait pas de sponsor, c'est pas grave, je sortais quand même la vidéo. Cette année, on a booké, je crois qu'on est booké jusqu'au mois de septembre avec, ah des oui, marques qui ont pris à chaque fois 3 ou 4 vidéos différentes. OK. Ça, c'est des infos qui sont super intéressantes parce qu'on s'en rend pas forcément compte. On peut avoir l'impression que le milieu de la sponsor, bah, c'est, les marques qui arrosent tout YouTube, pendant un mois et puis après ça, c'est terminé. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même plein d'enjeux différents. Il y a le fameux nombre de vues de base, hein, dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, un sponsor qui vient sur ta chaîne, il sait qu'il va faire 100-120 000 vues Il au veut les 100 000, minimum ouais. si jamais la vidéo, marche pas trop. Il y a aussi, comme tu dis, ce palier d'abonnés, parce que, bah, l'air de rien, les marques qui vont contacter les agences ou les youtubeurs,
bah, vont chercher dans des catégories de youtubeurs et donc en fait, dès que tu passes le palier des 100 000, bah, d'un seul coup, il y a d'autres marques qui vont venir parce que, ces marques ne ciblent que les youtubeurs à plus de 100 000 abonnés. Donc ça va aussi créer peut-être un afflux un peu plus important de sponsors potentiels. Ça donne un peu de marge de négociation à l'agence qui peut dire: «Bon, bah, vu que là, on a des sponsors bookés pour longtemps, on va peut-être augmenter un petit peu les prix». Ça réajuste un peu le marché, quoi, donc c'est la loi d'offre et de la demande et puis ton image effectivement qui s'améliore dans le temps. C'est super intéressant. Tu as d'autres sources de financement direct du type, membership sur ta chaîne, affiliation, est-ce que tu touches des droits d'auteur sur tes vidéos aussi? Alors, les seules autres sources de revenus que j'ai en direct sur la chaîne aujourd'hui, c'est les droits d'auteur via la SCAM, qui est, l'une des 2 associations, qui gèrent les droits d'auteur des youtubeurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui, moi quand je fais des rendez-vous avec des créateurs, je pense qu'il y a un créateur sur 2 ou un créateur sur 3 qui est pas inscrit Ouais. à ces associations-là, alors qu'ils peuvent, le faire. Après, c'est des revenus qui sont négligeable, je dirais, parce que je crois qu'on est de l'ordre du 30 centimes les 1000 vues. Moi, sur 2025, sachant qu'en plus, il y a un an de décalage, c'est-à-dire qu'en 2025, tu touches les droits d'auteur de 2024. J'ai touché à peu près 1 500 € de droits d'auteur, via la SCAM. Sachant que là, pour le coup, par contre, c'est pas des revenus qui sont touchés par la chaîne, c'est des revenus que tu touches en direct parce que les droits d'auteur, c'est le créateur personne physique qui le touche, donc c'est de l'argent de poche pour aller au Et resto. donc moins taxé, enfin moins, Ouais. ça passe pas dans ton chiffre d'affaires, donc tu pas la taxation de l'entreprise derrière, quoi. Mais c'est vrai que les droits d'auteur, beaucoup savent pas qu'ils peuvent les réclamer. C'est effectivement, négligeable par rapport à AdSense, mais la friction est tellement faible, d'aller sur le site de la SCAM, ils vont scanner votre chaîne, vous avez juste à cliquer sur les vidéos que vous voulez déclarer et puis, en 3 clics plus loin, c'est fait, c'est déclaré. Donc, bon, pour 1 500 € ça vaut le coup de prendre 5 minutes tous les mois, Ouais, faire sa petite déclaration, le quoi. plus compliqué, c'est juste au départ, la petite demi-heure pour Ouais, s'inscrire, mais l'inscription. après, Ouais. après c'est vraiment très simple, hein. OK. Super et si on devait évaluer un petit peu l'an dernier, la part, de ton chiffre d'affaires qui est imputable à YouTube, mais de façon indirecte. Donc par exemple, bah, enfin, je mets souvent prestations, vente de produits, consulting et cetera. Mais globalement pour toi, est-ce que c'est uniquement des nouveaux clients qui rejoignent, ton cabinet ou est-ce qu'il y a d'autres, choses pour lesquelles on a fait appel à toi, je sais pas, pour Alors, des conférences, des choses comme ça? il y a plusieurs choses. Alors ce qui est vrai, c'est que, comme je le enfin, comme on le disait tout à l'heure, ma chaîne, elle est pas en qualité de prospection commerciale. Donc, quand je fais une vidéo, j'ai aucun appel à l'action, aucun rappel de mon métier d'expert comptable. Ce qui veut dire que peut-être par rapport à d'autres qui sont plutôt actifs dessus, Heu, je ne vais avoir des gens qui vont me contacter, mais presque par hasard. Enfin, quand je dis par hasard, en tout cas, il y a vraiment une action forte de vouloir me contacter pour me contacter et pour autant, ce que je te disais tout à l'heure, je pense que j'ai, un message, principalement sur Instagram, heu, 1 par semaine ou toutes les 2 semaines pour une demande de rendez-vous. OK. Sur Ce qui est ces pas énorme, on pourrait penser beaucoup plus en fait quand on voit le nombre de vues que tu fais sur tes vidéos. alors, a après, de toute façon, ce serait compliqué parce que, là où sur, un business classique, tu pas de récurrence, tu es plutôt sur du one shot. Nous, dans l'expertise comptable, quand on a un client, on va le garder pendant, des années. En tout cas, c'est l'objectif, c'est de l'accompagner. Donc de toute façon, on est limité, derrière en capacité d'accueillir des nouveaux clients et c'est pour ça que même si je ne reçois qu'un message toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour un rendez-vous, grosso modo, le rendez-vous, quand quelqu'un me le demande, derrière, il pourrait se terminer en lettre de mission signée, quasiment automatiquement. Heu, tout ce qui est métier qui n'est pas lié à la création de contenu, je les refuse et je propose aux gens plutôt d'aller vers un expert comptable à côté de chez eux, qui sera D'accord. plus à même d'accompagner en étant physiquement à côté et sachant que c'est, bah, j'allais dire des métiers que tous les experts comptables peuvent accompagner. Là où c'est beaucoup plus compliqué sur la création de contenu, où il y a quand même plusieurs particularités, et je me suis rendu compte que tout le monde ne connaît pas, ce qui est normal, hein, c'est vraiment un métier à part et donc ces créateurs de contenu, je prends les rendez-vous, je les reçois, ce qui a permis, d'avoir, une dizaine de clients, sur l'année au cabinet, créateurs de contenu grâce à la chaîne YouTube. Là, pour le coup, c'est 100. Et moi, ça m'a permis de presque, mettre, là, un collaborateur, qui ne s'occupe aujourd'hui,
pas que des créateurs de contenu, mais en tout cas qui s'occupe de tous les créateurs de contenu pour justement commencer à avoir une spécialisation, sur ce métier. OK, super intéressant et ça représente quoi comme chiffre à peu près? Je vais dire un peu au Bah, pif. C'est un créateur un un créateur créateur qui rentre, fait quoi? 2 000 € de chiffre d'affaires par an, un truc comme ça? Un peu plus, Un peu parce plus? qu'en fait, on a pas mal de déclarations pour un créateur de contenu à faire parce que tu as donc tout ce qui est déclaration de Il y a beaucoup de TVA, les lignes. bilans, il y a ça dépend des créateurs. C'est là où c'est vraiment très vague parce que, tu vas prendre quelqu'un qui va faire de la vulgarisation qui est tout seul, c'est assez simple, je dirais, mais, à côté, on en a qui font du fit and fun, et qui se baladent un peu partout dans le monde, avec des dizaines ou des des centaines de facturés de petits tickets. C'est pas tout à fait la même chose. Grosso modo, quelqu'un voilà qui est en société et qui a son activité, il faut compter, entre 3 et 4 000 € par an. Mmh. OK, ça marche. Super et est-ce que tu as eu d'autres types de prestations, comme je te disais, Ouais, conférences ou autres? alors j'ai eu des Peut-être pas conférences. rémunérées d'ailleurs, mais Ouais, j'ai eu des demandes de conférences. Là où j'étais très content, moi, de mon côté, c'est que, bah, du fait de la chaîne, l'Ordre des experts comptables m'a demandé de faire une conférence sur les nouveaux moyens de communication. Heu, donc par contre, c'était pour l'ordre, donc c'était pas rémunéré. Et à côté, j'ai eu des demandes, mais demandes qui ont été refusées sans rentrer dans le détail, on va dire, d'une marque d'assurance qui m'avait demandé, de faire une publicité, pour eux. Mais on en revient au départ, la problématique, c'est que moi j'ai des clients dans plusieurs sociétés d'assurance différentes. Je me vois pas faire une publicité pour une marque et après travailler pour des clients qui travaillent pour une autre marque d'assurance, quoi. C'est un peu limite, donc j'ai refusé la publicité et je me suis rendu compte que ça pouvait très, très, très bien être rémunéré. tu as eu les chiffres, quoi. J'ai eu les chiffres, ouais, tout à fait. OK, intéressant. Cela dit, ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir que parce qu'une chaîne YouTube, enfin, selon moi, c'est un actif qu'on se construit. Enfin, je sais pas si actif est le bon terme, mais c'est un asset qu'on construit, sur lequel on sait on va pouvoir en bénéficier longtemps, même après, même si on décide de stopper, de publier des vidéos à un moment, Mmh. on peut continuer entre guillemets et en tirer les bénéfices. Je ferai peut-être un jour un épisode sur, combien je gagne avec ma chaîne photo, mais j'ai fait ma plus grande année, ma plus grosse année cette année en termes de chiffre d'affaires avec ma chaîne photo, alors que j'ai publié, 8 vidéos, quoi. Il y a des années où j'en publiais 50. Donc et parce que ça se construit dans le temps, quoi. Et il y a ce côté-là, je trouve que toi, tu commences à toucher du doigt vraiment, qui est, bon, en fait, si jamais un jour, pour une raison X ou Y, je ne souhaite plus être expert comptable, je sais que j'ai bâti quelque chose qui permet probablement de subvenir à mes besoins pendant un certain temps. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui te traverse l'esprit pour Alors pas l'instant, du mais alors pas du pas alors voilà. Mais en tout cas, on sait qu'on a cette option-là qui peut-être contrairement à un TikTok ou un compte LinkedIn, on se dit: «Bon, je fais ça pour un bénéfice direct là maintenant», mais finalement, dès le moment où j'arrête, tout se termine, quoi. ouais et sachant que tu le vois aussi simplement dans les même dans les revenus, YouTube. Enfin, dans les revenus YouTube et dans les interactions avec les viewers. C'est-à-dire que, donc il y a 1 an et demi. Même ouais, 1 an et demi, quand ma première vidéo, sur Vodka a explosé, les gens sont venus, mais derrière, j'avais pas de contenu qui était en adéquation, avec cette vidéo-là et donc les gens ne sont pas obligatoirement restés et j'ai mis peut-être plusieurs mois à les récupérer. Alors que quand j'ai eu la vidéo Villebrequin, l'année dernière au mois de janvier ou, les 2-3 vidéos sur, Otakos, sur, Valouz et sur la K-Corp, en fin d'année dernière, quand les gens sont arrivés sur la chaîne, qu'ils ont vu la vidéo, derrière, YouTube leur a proposé d'autres vidéos qui les a aussi intéressés et donc ça a ramené un flux de vues qui est beaucoup plus important et beaucoup plus récurrent. Aujourd'hui, comme tu disais, mes vidéos quand elles sortent, elles font 100-150 000 vues, en moyenne, mais pour autant la chaîne fait 500 000 vues tous les mois. L'année dernière, j'avais une vidéo qui faisait 100 000 vues, bah, la chaîne elle faisait peut-être 150-200 000 vues au maximum. Ça, c'est un élément qui est difficile pour nous, à expliquer à nos nouveaux clients qui, parfois s'attendent à ce que la première vidéo virale, bah, permette de faire monter le nombre de personnes dans la communauté et qu'ensuite, systématiquement, on ait des bonnes perfs. Alors pas autant que la vidéo virale, mais
que globalement une vidéo qui fait 100 000 vues sur une chaîne, neuve, fasse en sorte que toutes les suivantes fassent 10 000 obligatoirement et c'est pas tout à fait comme ça que ça marche et même ça arrive fréquemment d'avoir une vidéo super virale et ensuite de retomber très bas et tant qu'on n'a pas fait une deuxième, troisième virale, à la fois pour que ça fasse une piqûre de rappel pour les gens qui avaient vu la première, mais aussi comme tu le dis très bien, pour que quand les gens découvrent la deuxième, YouTube ait tout de suite une autre très bonne vidéo à leur proposer et quand des nouveaux viewers regardent 2, 3, 4 contenus de votre chaîne d'affilée, bah, d'un seul coup, ils comprennent, la thématique de la chaîne, ils comprennent la valeur et c'est beaucoup plus facile de s'abonner et de devenir, «fan» entre guillemets, que quand il y a une vidéo virale parce que tout ça, on en voit tous les jours en fait des vidéos virales qui partent d'une nouvelle chaîne et où après on l'oublie quoi. Donc en fait la construction d'une chaîne YouTube se fait dans la multiviralité si je peux me permettre de parler comme ça, mais c'est en répétant un peu ce process sur le long terme quoi. Bah, je là-dessus, de toute façon, j'allais dire, il faut se mettre à la place du viewer et soi-même quand on regarde, quand on consomme du contenu, on va nous aussi tomber sur des vidéos virales, mais par la suite, quand on accompagne un créateur, quand je dis quand on accompagne, quand on suit un créateur, bah, en fait, on va presque regarder toutes ses vidéos parce qu'on regarde plus le sujet de la vidéo, on regarde le Ouais. créateur et c'est exactement ce qui se passe pour nos propres chaînes. Est-ce que tu as testé d'autres moyens de monétisation, mais qui ont pas marché? Des choses, tu t'es dit: «Tiens, à un moment, je sais pas, je vais sortir un livre» et puis finalement ça a planté, enfin, tu as testé d'autres choses? Alors, on m'a demandé, on m'a proposé de faire un livre, sauf que quand j'ai vu, le rapport entre le temps à passer et ce que ça pouvait rapporter, je me suis dit: «Mais c'est» alors c'est pas que c'est même pas la peine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je passe déjà, presque, allez 50-60 heures sur, mon métier d'expert comptable, allez entre 5 et 10, sur YouTube, j'ai pas le temps de faire autre chose, quoi. Donc, Ouais, j'ai pas cherché à créer d'autres sources de revenus. Heu, Par contre, tu vois, je serais plutôt à essayer de trouver, ou à chercher des interactions avec peut-être d'autres créateurs pour arriver à continuer à développer la chaîne. ouais. Le livre, j'ai donné un exemple comme ça, mais c'est vrai que, je pense qu'il y a pas grand monde qui écrit un livre pour gagner de l'argent, hein. Même les gros youtubeurs que vous voyez, ils écrivent pas ça pour gagner de l'argent. Vu le temps de travail que c'est et ce que ça rémunère en face, souvent c'est plus une question de posture ou de se positionner. Parfois aussi pour les gens qui consomment pas YouTube en fait et parfois ça peut ouvrir des portes, ça peut créer du réseau, ce genre de choses. Mais clairement pour l'argent, c'est pas forcément une bonne idée. Mais après, vu le temps que ça prend d'écrire un livre, parfois et peut-être de plus en plus, c'est peut-être pas déconnant de se dire: «C'est, 200-300 heures que je vais passer à écrire le livre. J'ai peut-être intérêt à les mettre sur des vidéos YouTube et en faire 10 vidéos YouTube et peut-être j'aurais plus de bénéfices à faire ça qu'à écrire un livre». C'est exactement la même chose que, tu vois, une formation. Quand je vois le temps nécessaire pour, créer une formation et derrière ce que ça peut rapporter, il vaut enfin, personnellement, alors sauf quand tu vends une formation 5 ou 10 000 €, mais là on est presque dans l'arnaque, mais sinon voilà, je suis pas sûr de la rentabilité et aujourd'hui, je m'interroge si sur une autre source de revenus, qui est, Spotify. Oui, Tu vois, je me demande de plus en plus, si Spotify peut pas être une opportunité de réuploader certaines vidéos avec des micro-corrections et j'ai pensé à ça la dernière fois, j'ai vu une vidéo de Fuse qui est alors un créateur qui a une chaîne, spécialisée sur Minecraft, là c'est autre chose, mais sinon qui a une chaîne aussi qui est plutôt business, ou en tout cas il parle de tous ses business et lui s'est rendu compte que des abonnés, heu, uploadaient ses propres vidéos sur Spotify d'accord, sans son autorisation. sans son autorisation. Donc voilà, je me dis que ça peut être, et c'est aussi par rapport à ce que tu disais sur toucher un autre public, un public qui va pas obligatoirement sur YouTube, qui est différent, mais voilà, c'est ma réflexion, mais toujours pareil, derrière, c'est la question, du manque de temps, mais comme tout, hein. À un moment, Ouais, faut ouais. se donner un coup de pied aux fesses et le faire. Mais c'est vrai que quand on était à la Paris Creator Week, on avait discuté avec certains créateurs qui uploadent sur Spotify. Alors c'est du contenu très storytelling qui peut vraiment s'écouter quasiment comme un livre audio, mais qui nous disaient que les revenus pour 1000 vues étaient, assez élevés sur Spotify, même si ça générait moins de vues que YouTube, mais ça commençait à devenir significatif pour lui. Bah, Moi j'ai discuté là tout récemment avec une agence, enfin une entreprise
maximisent, on va dire, la monétisation de chaînes YouTube et eux nous citaient, par exemple, dans les sources de revenus, MSN. C'est-à-dire tu sais qu'il y a plein de gens qui se connectent encore, sur internet et ils ont la page d'accueil MSN, D'accord. et que sur MSN, avant, ils mettaient beaucoup d'articles de presse, puis maintenant, ils mettent beaucoup de vidéos et je me souviens, moi, avoir reçu des mails de la part d'MSN qui disaient: «Ça vous intéresse pas de mettre vos vidéos sur MSN?» Je disais: «Bah, c'est quoi? C'est une blague ce truc?» Et apparemment, ça rémunère pas mal. Ah bah, Donc comme quoi, en rémunération, alors, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui le ratio YouTube, Spotify, c'est presque x10, en tarification. En tout cas des pour 1000 vues, chiffres quoi. pour 1000 vues, Ouais, ouais, des chiffres que j'ai entendus. ouais. Un autre média qui rémunère beaucoup parce que peu mettre leurs vidéos dessus, c'est Facebook. Oui. En termes alors là, on est plutôt sur des vidéos courtes ou moyennement courtes, mais c'est vrai qu'il y avait des chaînes qui enfin pas des chaînes, mais des agences qui s'étaient spécialisées pour presque résumer les vidéos YouTube, les recadrer et les remettre sur Facebook et l'air de rien, ça fonctionne bien aussi. Ouais. Après c'est ouais, c'est toujours du travail supplémentaire et ça se teste, mais c'est ouais, c'est toujours intéressant de voir, les différentes sources qui peuvent exister. Qu'est-ce que tu adores dans la création de contenu YouTube et qu'est-ce que tu détestes, dans tout le process de création de vidéos? Ce que j'adore, c'est la enfin, ce que j'adore et ce que je déteste en même temps, c'est, la partie de la réflexion sur, comment va se tourner la vidéo. Quand je dis comment va se tourner, c'est pas de filmer, mais de sur la partie écriture, sur la partie comment est-ce qu'on doit tourner les choses pour expliquer aux viewers le sujet. C'est vraiment quelque chose, je vais pas dire qui me passionne, c'est pas le terme adéquat, mais là, je suis en train de préparer une vidéo pour le mois de février, février-mars. Heu, J'en suis à ma, 3e tentative de comment est-ce qu'il faut que j'amène le sujet ou comment est-ce que je vais en parler pour intéresser le viewer et pour, et à la fois pour arriver à vulgariser ce que je veux vulgariser et aussi arriver à intéresser le viewer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Derrière, je suis obligé de consommer pas mal de vidéos YouTube et ce qui pourrait paraître, embêtant, moi je trouve ça plutôt positif parce que ça me permet de rester dans l'actualité quand même et de pas être, si, vieux boomer que ça malgré mes 45 ans. Et la dernière chose que j'adore et je sais que toi ça te surprend toujours, c'est de lire et de répondre aux commentaires. Oui. C'est pour moi, en fait, je pense que c'est ma plus grande rémunération quand je suis sur, en tout cas de faire des vidéos YouTube, c'est de me rendre compte du nombre de personnes que j'arrive à intéresser et là, j'ai encore eu le cas avec la dernière vidéo sur eSport où j'ai eu la chance que comme c'était un sujet un peu pas de niche, mais différent de tout ce que j'ai fait jusqu'ici, j'ai quand même pas mal de nouveaux, viewers qui viennent sur la chaîne et quand je lis, «C'est quoi cette chaîne de tarés qui parle de comptabilité?» J'ai adoré. Moi, ça me refait ma journée. Mission accomplie. Ouais. Mission accomplie. Donc c'est vraiment une partie, que j'adore, lire les commentaires et y répondre parce que quand quelqu'un a passé 20 minutes, à regarder ma vidéo, je pense que passer, 10 secondes à lui répondre, oui, c'est du temps en accumulé, mais je pense que c'est une juste contrepartie et sinon ce que je déteste le plus, alors je fais plus le montage et je suis content de ne plus faire le montage. Ça, c'est la première chose. Mais derrière, c'est des fois alors pas les commentaires, pas obligatoirement les commentaires négatifs, mais plutôt les visions négatives de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que des fois, pas obligatoirement sur YouTube, mais ailleurs, je vois des commentaires sur la chaîne et je me dis: «Mais tu as rien compris à pourquoi je fais ça, quoi» et voilà, c'est plutôt cette partie-là. OK. Dans le regard extérieur qui est parfois biaisé et ou ouais, avec un peu de jalousie parfois, ou juste de l'incompréhension, quoi. Ouais, j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement rare à ton niveau des créateurs qui répondent à tout le monde. Pour donner un peu une idée, là, j'étais en train de checker en même temps, la vidéo vodka, il y a plus de 3000 commentaires sous la vidéo. Donc voilà, faut quand même, je veux dire, même si c'est 10 secondes, faites les calculs, ça prend quand même Un quelques peu de jours temps, pour répondre à ouais. tout le monde. Mais c'est vachement intéressant parce que ce côté,
lire et répondre aux commentaires comme étant le «fuel» entre guillemets qui te relance, et qui te donne ton énergie créative et cetera. C'est quelque chose que je pense beaucoup de créateurs, notamment les créateurs passion, connaissent au début de la chaîne, pendant les premiers mois et années et c'est un truc je pensais qui s'étiole, dans le temps en fait. En tout cas moi pour mon cas ça s'est un peu étiolé dans le temps. J'avoue qu'aujourd'hui, sur ma chaîne photo par exemple, les commentaires, ont moins de j'y prête moins d'attention, qu'avant. Évidemment je les lis et je réponds à quelques-uns. Mais au début, c'était vraiment ça qui me motivait à faire la vidéo suivante, à me relancer et cetera et je trouve que toi, tu as réussi à garder ce côté-là, ce côté, mais enfin, en fait, je vais presque dire pour moi, c'est une sorte d'émerveillement, mais c'est ce côté, heu, continuer de se rendre compte que c'est absolument une dinguerie ce qu'on est en train de faire, en fait. De dire: «Je fais une vidéo, il y a 200 000 personnes qui la regardent et il y a 3 000 personnes qui mettent un message pour me dire merci, pour me dire comme c'était bien», à quel autre moment dans votre vie vous avez ce genre de Bah, d'interaction, quoi? C'est j'ai perdu une partie de l'émerveillement, pas sur les commentaires, mais sur le nombre de vues. C'est sûr que, tu vois, sur les stats, heu, c'est horrible de dire ça, mais aujourd'hui, une vidéo qui fait, 100 000 vues, ça me fait ni chaud ni froid ouais, et ouais. Alors que et et c'est plus qu'un Stade de France, quoi, voilà qui t'est regardé pendant, un quart d'heure. et j'avoue que ça, c'est, j'allais dire, c'est presque triste quand je me remémore à l'époque que, quand j'avais eu, 100 vues sur la journée, j'étais super content, quoi. Donc, sur les commentaires, c'est un peu différent parce que je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait la chaîne. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la chaîne pour avoir des interactions avec les gens et leur faire apprécier quelque chose et donc je pense que le commentaire passe aussi, ça passe aussi par ça et donc je le fais presque comme, une mission. Le terme est pas du tout Ouais, adéquate, mais je le fais, pour pour cette raison-là, quoi et bah, c'est c'est ton surtout indicateur de performance, 1er, en fait. Heu et c'est peut-être ça qui est rare, en fait, pour la plupart, l'indicateur de performance, ça va être, soit le nombre de vues, soit l'argent généré, soit, le plaisir à faire la vidéo. Toi, c'est vraiment: «Est-ce que j'ai touché les gens et est-ce que, mmh ils ont apprécié?» quoi. et Heu, et et souvent ça va fonctionner avec, le retour sur la vidéo. C'est-à-dire qu'une très bonne vidéo aura souvent beaucoup de commentaires au départ, ce qui ne sera pas le cas obligatoirement, sur les autres. OK. Super, on va passer maintenant sur la partie, dépenses. Combien toi tu investis, chaque mois pour ta chaîne YouTube en moyenne, Et j'allais dire, c'est assez simple, hein. Je t'ai dit que j'avais encaissé, 50 et qu'il me restait 10. Que par différence, tu sais que sur l'année, j'ai dépensé 40 000 €. 40 000 €, ça fait entre 3 000 et 3 500 € par mois en moyenne sur la chaîne. Champ et là, pour le coup, tu le sais parce que c'est toi que je paye, le plus. En fait, alors bien sûr, ça s'est fait petit à petit, quoi, mais aujourd'hui, une vidéo me coûte, en moyenne 2 500 €, dans toute la partie production parce que alors j'ai pas dire j'ai tout délégué, mais je me suis fait accompagner par des spécialistes sur toutes les étapes pour justement arriver à amener un niveau de qualité, sur les vidéos, alors qu'il pouvait y avoir ou en tout cas que j'essayais de mettre tout seul au départ. Sauf que, heu, les vidéos avant me prenaient entre 60 et 90 heures, tout confondu. Là où aujourd'hui, en me faisant accompagner, je me limite à une vingtaine d'heures. ouais, quand même 20 heures, mais Mais oui, mais ça alors ça quand quand ouais. quand je dis 20 heures, c'est tout, hein. Ça va être sur la partie recherche, sur la partie relecture, là où je suis peut-être plus chiant que d'autres pour arriver presque à la virgule près ou au mot près. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine d'heures si je devais tout mettre bout à bout sur une vidéo. Mais oui, mais si tu remets en parallèle avec 90 heures, ça veut dire que j'ai gagné les plus des 2 tiers du temps en dépensant 3 000 €. J'ai gagné, allez 60 heures. Bah, moi techniquement, déjà je suis rentable et surtout j'ai élevé le niveau de qualité quand même, de la chaîne. Après ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'avais commencé par les miniatures et la partie stratégique. Derrière, j'ai fait, on a on j'ai pu déléguer le montage qui est, je pense, la partie qui coûte le plus cher
et aujourd'hui, je suis accompagné sur les scripts. Donc on a vraiment toutes les étapes de la vidéo, qui sont déléguées. Donc on pourrait pas faire beaucoup plus. Je veux dire qu'aujourd'hui, la vidéo, coûte 2 500 €. À part si je sors à l'extérieur, que je prends quelqu'un qui va m'accompagner pour filmer, je peux pas dépenser beaucoup plus sur la vidéo. Et en parallèle, bah, je pense que j'ai changé tout mon matériel, mais bon, au départ, j'avais pris mon vieil appareil photo, un micro-cravate et 2 lampes, Amazon, à 50 € quoi, le kit que tout le monde a au départ. Bah, voilà, quand tu commences à gagner de l'argent, bah, tu profites. Tu veux te faire aussi plaisir et donc bah, tu investis dans le matériel et je dirais que l'achat le plus important, c'est presque l'appareil photo, hem, avec, un débridage du temps d'enregistrement. Parce Oui. que j'étais sur un ancien appareil où c'était limité à 30 minutes pour pas payer la taxe et les droits d'enregistrement. Ce qui faisait que quand j'enregistrais pendant 1 heure, il fallait que je retourne à l'appareil photo, que je revienne pour, pour filmer Faut se rendre compte que ça a et arrêté d'enregistrer, aussi c'est horrible ça. et donc là, aujourd'hui, c'est appareil photo et double carte, ce qui me permet d'avoir plus d'1 heure d'enregistrement sans pause et ça, franchement, ça change la vie. Je pourrais même, on pourrait même rediscuter un peu technique si tu veux à un moment. Moi, j'ai un système où la caméra, a une batterie demi, c'est-à-dire que c'est une batterie qui se branche sur secteur. Donc c'est un appareil photo normal, hein, Ouais. et puis j'ai pas de carte, je la relie à une carte d'acquisition sur mon PC. Donc en fait, c'est ce qui me permet d'utiliser en webcam aussi d'ailleurs. Mais donc en fait, je peux enregistrer mon flux de caméra pendant 3-4 heures jusqu'à ce que peut-être ça surchauffe. J'ai une caméra qui surchauffe au bout de 4 heures, et en fait, j'ai jamais besoin de me poser la question s'il y a de la place sur la carte, s'il y a de la batterie, et ça, c'est un confort, assez Bah, incroyable. ça sera peut-être la prochaine étape pour pas avoir 2 pistes entre la piste son et la piste vidéo. Oui, ça fait très longtemps que j'ai plus ça et même si des fois il y a un petit décalage, mais je t'avoue que c'est très confort quand même. OK, super, très intéressant. Est-ce que tu as testé toi d'autres prestataires pour tes vidéos? Est-ce que tu avais déjà testé de travailler avec un monteur, avec des media makers avant de venir bosser avec VideoBiz? Ou est-ce que, ben, en fait, tu n'as toujours connu que nous et peut-être que tu passes à côté de quelque chose? Alors, j'ai eu des demandes. J'ai pas mal de demandes de personnes qui voudraient tester et pour te dire, même tester gratuitement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, par exemple, de monteurs actuellement qui me disent: «Bah, tiens, si tu veux, tu m'envoies une vidéo, je te fais la première gratuitement et après on voit». J'allais dire que quand j'ai vu, le temps nécessaire pour, que le monteur comprenne ce que tu veux et pour qu'il Ouais. y ait vraiment une interaction entre les 2 et qu'aujourd'hui, les corrections après la version 1, c'est vraiment que des bêtises, quoi. On pourrait presque sortir la vidéo comme ça. Ça, c'est même pas la peine et la deuxième chose, je pense que c'est une relation de confiance. C'est-à-dire que, moi, je t'ai connu, à l'époque, j'allais dire sur ta version gratuite, sur YouTube. Tu m'as accompagné pendant 2 ans. J'ai tout appris presque sur YouTube grâce à toi. Ça me paraît naturel. Aujourd'hui, je dirais que je paye le bon prix par rapport à la qualité, des produits qui sortent. Je me pose même pas la question d'aller voir ailleurs. Et la seule chose, c'est que et ça tu le sais, on avait testé sur un script, on va dire une personne extérieure pour la rédaction et on sentait bien qu'elle n'était pas de YouTube et que c'était un peu compliqué. Donc non, aujourd'hui sur toute cette partie-là, je me poserai même pas la question. Tu vois, là par contre, bah, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'il faut que je trouve quelqu'un, pour un peu modifier les trucs sur Spotify? Est-ce qu'il faut, voilà, s'il y a d'autres Faire choses, du pourquoi community pas. management Ouais, quoi, voilà. ouais. Mais par contre, tu vois, non, aujourd'hui sur le montage, je le f enfin, sur le montage, sur la production générale, on a réussi à trouver, j'allais dire, un flux de travail qui permet d'optimiser les temps et le rapport qualité-temps et pas qualité-prix et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. Ouais. Bah, c'est totalement vrai ce que tu dis sur les monteurs, c'est bien pour ça que souvent les monteurs, ils proposent, de commencer gratuitement parce que la friction est énorme sur les 2-3-4 premiers montages, le temps de s'ajuster et en fait, chaque créateur doit former son monteur et le monteur doit former son créateur aussi à Mmh. accepter certaines choses. C'est vraiment une relation donnant-donnant et qui prend du temps à construire donc c'est vrai que c'est complexe.
Si peut-être un prestataire dont on n'a pas parlé, c'est l'agence, qui gère tes sponsors. Oui. Alors il se trouve que moi je la connais bien aussi parce que je suis aussi, représenté par cette agence, mais, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est pas inclus, comment ça marche? Sans forcément rentrer dans les détails Non, des non, prix, mais des marges et oh cetera, mais bah, on peut, qu'est-ce que t'apporte, cette agence? en fait, Et pourquoi tu es parti vers celle-là? au tout départ, j'avais pas de sponsor, enfin, j'avais pas de sponsor, j'avais rien du tout. Heu et quand la vidéo vodka, a explosé, on s'est posé la question, enfin tous les 2 avec toi, hein, de pourquoi pas, se positionner pour arriver à déléguer une partie du travail. Et donc en fait, j'ai pas cherché des sponsors pour, gagner de l'argent. J'ai cherché des sponsors pour arriver à déléguer une partie de mon travail. Et donc je suis allé, vers l'agence, Waldo. Et c'est comme ça, que je les ai rencontrés. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers sponsors. C'est-à-dire que c'est eux qui ont cherché des marques pour les placer, sur la chaîne. Au démarrage, c'était comme ça. Donc là, j'allais dire, il faisait tout. C'est-à-dire, il cherchait la marque, il me mettait en avant, il me proposait. Et derrière, après, c'est même eux, donc c'est, Alexis qui s'occupe de toute la rédaction du contrat, parce que le contrat est entre la marque et l'agence. Et moi, j'ai un contrat avec l'agence. Et derrière, qu'est-ce que je dois mettre dans la vidéo? Qu'est-ce que je dois pas mettre? Moi, j'échange qu'avec Alexis, et c'est Alexis qui échange avec la marque. Donc j'ai aucun échange avec la marque, ce qui me va très bien, on va dire, en termes de gain de temps. Mmh. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'était plutôt le travail, au départ. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que, bah, du fait de l'évolution de la chaîne, les marques me contactent directement. Mais pour le coup, je donne directement, en fait, aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, il y a même pas mon adresse à moi. Il y a mon adresse directement liée à l'agence, ce qui fait que je n'ai même pas les contacts. C'est directement Alexis qui les a, ce qui évite déjà de gérer toute cette partie-là, ce qui permet aussi de faire un filtre. C'est-à-dire qu'il sait très bien les marques avec qui je veux pas travailler, les produits que je ne veux pas faire. Donc j'ai pas besoin de répondre à tout ça. Et derrière, c'est lui qui négocie les prix. Grosso modo, enfin, actuellement, parce que ça se passe très bien, tous les 3-4 mois, on fait petit à petit, au fait, évoluer le tarif jusque, bah, pour trouver la bonne cible. Et donc derrière, c'est lui qui négocie. OK, super, Et ça a l'air de et bien rouler comme ça. et en termes de fonctionnement, pour être, clair, il récupère 15 des sponsoring au titre, de son travail. Ouais, ce qui est pas beaucoup, hein, pour une agence d'influence, qui sont souvent autour de 20, parfois certains 20-25, ouais, 30. Certains des fois vont jusqu'à 30, mais, après il y a aussi différents types de prestations, donc, voilà, ça dépend aussi de ce qu'il y a derrière. tout à fait. Est-ce que t quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui a jamais vraiment délégué, beaucoup de choses ou a juste testé à droite à gauche, ça a pas trop bien marché? Quelqu'un qui voudrait commencer à déléguer, tu donnerais quoi comme conseil? Par quoi commencer? Comment trouver les bonnes personnes? Est-ce que tu as des petits conseils pour donner ça ou Alors, tu le truc, c'est que c'est vrai que quand tu délègues, directement, ça va te coûter de l'argent. Donc, pour quelqu'un, j'allais dire un véritable, créateur qui fait ça, pour son revenu, s'il, entre guillemets, «perd de l'argent à déléguer», il faut en face qu'il trouve une source de revenus pour compenser, ce qu'il va perdre. Et donc la question, ça va être, combien ça va me coûter par rapport à combien je vais pouvoir gagner de plus? Ce qui fait que, tu vois, moi, je n'aurais été que créateur de contenu. Le montage m'a fait gagner plus de la moitié du temps. Donc je savais très bien que si je déléguais le montage, je pouvais presque faire 2 vidéos où j'en faisais une aujourd'hui. Et donc par rapport à ça, en soi, le rapport est facilement fait. Ça veut dire qu'il faut se dire: «Je délègue pas et je perds de l'argent». C'est je délègue pour arriver à utiliser ma propre valeur au juste prix et là où je suis le meilleur. Et donc la question, et là je pense que ça dépend aussi des typologies de création de contenu, la question va dépendre où est-ce qui est ma valeur par rapport à la vidéo que je crée. Et donc par rapport à ça, où est-ce que je n'ai pas de valeur et donc qu'est-ce que je peux déléguer? Franchement, quand on regarde aujourd'hui les créateurs de contenu, la première chose qu'ils délèguent, c'est les miniatures et le montage. La miniature parce que techniquement, je dirais que c'est ce qui coûte le moins cher à déléguer et qui pour autant en rapport prix
comment on pourrait dire ça? Impact, on va dire. Prix impact et prix valorisation peut avoir justement un rapport important parce que c'est quand même la porte d'entrée, pour derrière, aller vers la vidéo. Et la deuxième, c'est le montage principalement en partie temps. Et aujourd'hui, si je regarde, là pour le coup, mes clients créateurs de contenu, et que en échangeant avec eux, tu vois, ce qu'ils font de temps en temps, c'est, l'intervention d'une personne extérieure, donc là, ce que tu fais toi, principalement sur la partie stratégie, mais soit stratégie de contenu, soit analyse de la chaîne, simplement pour avoir un échange avec un tiers, pour se poser les questions pour les 6 prochains mois ou la première année. J'ai eu un créateur qui est plutôt dans le fit and fun, qui avait ses vues qui baissaient, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Alors lui, son stratégique est au Canada, je crois de mémoire, et Je bah, vois qui c'est. il a fait ils ont fait toute une séance pendant, 2-3 mois pour arriver à rebooster la chaîne, et la chaîne est repartie. De toute façon, j'allais dire, c'est comme dans tout métier, on peut pas être bon partout, et à la fois en se faisant accompagner et aussi en ayant des fois des moments d'échange. On peut arriver à trouver des choses qu'on n'arriverait pas à faire tout seul. Ouais, en tant que créateur, on a toujours le nez dans le guidon, en fait, et parfois on a du mal à prendre du recul sur ses propres contenus, ses propres scripts, ses propres vidéos, et on donne tout à chaque fois, et parfois ça marche pas, on n'a pas toujours les réponses. C'est pour ça qu'effectivement un œil extérieur, un peu affûté peut permettre de voir les choses différemment ou de tester des choses très différentes. Là, je crois que le Canadien en question, je crois savoir qui c'est, lui est très, très fort, notamment sur la partie idéation. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, va t'aider à renouveler tes idées de contenu parce que peut-être tu t'es un peu enfermé dans un truc, et il va te sortir, 20-30 idées de vidéos. Tu te dis: «Ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça». On teste, et puis ça peut aider à trouver des nouveaux formats, par exemple. C'est ça, tout Donc à c'est fait. encore assez différent de ce que moi je vais faire, par exemple, une partie analytics où on va plutôt aller chercher à optimiser certains points d'une chaîne YouTube pour améliorer la perf, ou bien, rayer un petit peu les défauts de la chaîne. Là, lui, il est plutôt sur un truc de, allez, on essaie de relancer sur des formats différents, quoi. Mais tu vois, c'est là où justement il y a plein de métiers qui sont Mmh, autour, on va dire, on va appeler ça la créateur économie, comme le mot est à la mode actuellement, mais que ni les créateurs connaissent, et encore moins les gens extérieurs, parce que pour quelqu'un d'extérieur, tourner une vidéo YouTube, c'est allumer la caméra, parler, ouais. 20 minutes et l'éteindre. Mais au fait, derrière, voilà, il y a tout un environnement autour, et des métiers même inconnus aujourd'hui, ou en tout cas qui n'existent pas, ou qui sont créés, et qui peuvent permettre à presque n'importe quelle chaîne de se développer. Parce que je pense que, le développement d'une chaîne, il passe en partie par le créateur. Ça c'est normal. Mais après, comme n'importe quel business, il passe aussi par l'évolution, par le développement, par, l'intervention d'experts extérieurs, et c'est comme ça aussi que tu peux continuer à développer derrière. Et quand tu regardes tous les gros youtubeurs aujourd'hui, bah, ils ont fonctionné comme ça. Ouais, c'est le développement d'entreprise classique, quoi, Mmh. pour notre agence, on tous les ans à peu près, on se fait accompagner par une personne différente ou par une entreprise différente qui en a vu passer tout plein des agences avant nous, et qui va nous aider à pas faire certaines erreurs, ou nous aider à voir, enfin nous on a les mains dans le cambouis, à voir un peu la machine, quoi, et où elle se grippe ou pas, quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce que tu regardes les analytics de ta chaîne, toi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui vont y aller 5 fois par jour? Est-ce que au contraire, tu as horreur de ça? Je suis un homme du chiffre, donc On sait jamais. obligatoirement j'y vais beaucoup. Alors j'y vais beaucoup principalement, j'allais dire, après la sortie d'une vidéo. Dans la première semaine d'une vidéo, hem, déjà, pour savoir co alors déjà parce que pour lire les commentaires, bah, je suis obligé de passer par là. Donc moi je passe pas par, YouTube, hein, je passe par l'application analytique pour lire, tous les commentaires. Donc en fait, grosso modo, je sors une vidéo, je pense alors pas les premières heures parce que j'ai changé mes méthodes de publication, mais dans les 4 premières heures, je vais voir comment elle fonctionne, essayer d'analyser déjà, bah, au départ, c'est que le nombre de vues, mais de voir, le nombre de vues pour, déjà savoir si je me suis pas planté. Parce qu'en règle générale, si une vidéo ne fonctionne pas, je considère que c'est ma faute, hein, c'est pas la faute de l'algorithme ou des viewers. Et ensuite, je vais y retourner le soir et le lendemain. Si elle fonctionne,
bah, après je vais arrêter et si elle fonctionne pas, je vais essayer de comprendre pourquoi elle fonctionne pas. Les commentaires peuvent aussi m'aider justement sur cette analyse de pourquoi elle fonctionne pas. Tu vois la vidéo IKEA ou qui avait été un peu plus compliquée sur les dernières vidéos. Pour moi, en fait, c'était pas le c'est une marque qui aujourd'hui attire plus autant qu'elle n'attirait avant. Voilà, c'est ma c'est ma conclusion là-dessus et c'est aussi en lisant les commentaires que tu peux le voir parce que là, pour le coup, les analytiques vont pas te le dire. Mais derrière, voilà, c'est plutôt pour vérifier si on s'est pas, trompé dans la vidéo et pour, bah, derrière faire les tests miniatures, tests titres sur les clics après, je rentre pas dans les détails, une fois que j'ai fait cette première recherche, je vais pas regarder, regarder plus, quoi. OK, très bien. J'ai analysé les 10 dernières vidéos de ta chaîne, donc j'ai découvert 2-3 petites choses intéressantes. Alors après j'ai l'habitude d'analyser ta chaîne, mais j'ai remarqué que sur les 10 dernières, il y a globalement 2 catégories de vidéos. Tu as vraiment celles qui font entre 100 et 150 000 vues et tu as celles qui font quasiment 500 000 en fait. Oui, Évidemment, tu as 2 vidéos qui ont dépassé le 1 000 000 de vues, mais qui sont un peu des exceptions. Moi, ce qui m'intéresse toujours sur une chaîne un peu rodée comme la tienne, qui existe déjà depuis un certain temps, c'est le nombre de vues de base évidemment et la viralité minimale qu'on atteint à chaque fois, en fait. Et là, on arrive sur les 400-500 000, ce qui est assez intéressant en termes de perf. Et quand je regarde vraiment le déclencheur de cette perf, c'est quasiment systématiquement lié au taux de clic. Le taux de clic, il est 50% plus élevé sur ces vidéos qui vont faire 500 000 vues plutôt que 100-150 000. Il faut comprendre que le taux de clic se découpe entre les audiences régulières et les nouvelles audiences. Systématiquement, si on veut qu'une vidéo parte virale, il faut aussi que ça plaise aux nouvelles audiences, d'où l'intérêt des fois de tester des sujets un peu border et de tester des trucs, et des fois qui marchent et des fois qui marchent pas. Et j'ai remarqué quand on regarde un peu les sujets, mais je sais que toi tu l'as remarqué aussi, les sujets donc qui font un peu plus cliquer sont des marques ou des personnalités plutôt jeunes en fait, les Otakos, les Kameto, etc. Et c'est peut-être là où on s'est un peu planté quand on a réfléchi à la vidéo IKEA. C'est que nous, on est d'une génération où IKEA, pour nous, c'est a révolutionné la vente de meubles, a révolutionné des choses, et cetera. Et je pense que les audiences 20, 25, 30 ans aujourd'hui, sont arrivées juste après. Et pour eux, IKEA fait juste partie du paysage, comme Carrefour, comme n'importe quelle entreprise. Et du coup, bah, ils ont pas peut-être pas ce côté, «Ouais, j'ai absolument envie de savoir comment ça marche». C'est peut-être juste, «Bon, OK, ça existe, quoi, c'est tout». Donc je sais pas, c'est une petite interprétation comme ça. Et autre chose que j'ai, retrouvé aussi, c'est que, tes rétentions de vidéos, elles progressent et on le voit très clairement. Moi, j'ai un petit code couleur, hein, qui permet de voir si on est bon en termes de rétention par rapport aux moyennes YouTube. Tu passé, il y a 15 vidéos de jaune pâle, qui veut dire que tu es à peu près à la médiane des vidéos YouTube en termes de rétention, à du jaune vif qui veut dire que tu es dans le top 20, et tu as même eu ta première vidéo qui est passée dans le vert fluo. Vert fluo, c'est le top 10 des vidéos YouTube. Donc c'est des super rétentions qu'on voit que sur des très grosses chaînes habituellement. Et je te laisse deviner sur quelle vidéo c'était. Est-ce que tu sais ou pas? moi, j'ai l'impression que la toute dernière vidéo sur eSport est très bonne en termes de rétention et la vidéo précédente qui doit être dedans, c'est peut-être la vidéo sur Vodka qui est sortie cet été, non? C'était celle sur Kameto. Ah d'accord, La descente sans faire de Kameto, elle a plus de 51 elle a 51 de rétention pour une vidéo de 22 minutes, ce qui est assez exceptionnel. Heu, voilà, non, c'était celle sur Kameto. d'accord, Mais mais globalement, elles sont toutes très bonnes, tes rétentions aujourd'hui, et hein. toute façon, comme je te disais, moi, l'idée, c'était vraiment à chaque fois de réinvestir en fait, quand mes revenus dépassaient mes dépenses, l'idée, ça a toujours été de réinvestir pour développer la qualité de Mmh. vidéo et c'est pour ça que cet été, on est parti, avec Lucas, je veux dire, à prendre un scriptwriter pour m'accompagner sur, la rédaction des scripts. Parce que je sais très bien que, il y a c'est tout un travail aussi, différent d'écrire un script, surtout d'amener le sujet de la bonne manière pour garder le viewer du départ à la fin et surtout y raconter une histoire qu'il apprécie. Et donc voilà, c'était ça l'idée et on voit que ça fonctionne. Tu dirais qu'il y a que comme avec le monteur, il y a un fit avec un scriptwriter à avoir, ou bien est-ce que Oui, c'est différent? C'est plutôt, bon, il fait son truc de son côté et peu importe? Ou est-ce que tu penses quand même qu'il faut que le scriptwriter, il comprenne ton message, il sache où tu as envie d'aller? Enfin, tu vois, comment tu vois, alors ta relation avec Lucas? pour moi, il y a obligatoirement parce que, le même si derrière il y a
je fais pas mal de réécriture. Déjà, il faut qu'ils comprennent quand même un petit peu, la matière et l'environnement du créateur. Donc, tu vas pas écrire la même vidéo, pour, moi et pour un autre expert comptable ou pour, moi et pour un autre youtubeur. Donc, faut obligatoirement quand même qu'il y ait un lien. Surtout, moi, je me rends compte que, entre les tout premiers scripts où j'avais quand même pas mal de corrections, mais à chaque fois que j'avais des corrections, je lui disais pourquoi je corrigeais ou en tout cas, je lui donnais la version, j'allais dire la version 1 et la version 5 ou la version 6. La toute dernière vidéo, où pour le coup, il y a eu, beaucoup moins de choses, de faites, je me rends compte déjà qu'il y a une évolution dans le travail. Ça, c'est la première chose. Et je pense que comme partout, au fait, à la fois tu te formes et à la fois tu formes les autres personnes. Je pense que même lui, simplement en écrivant, 10 scripts pour moi et en écrivant un, bah, c'est beaucoup plus facile au bout de 10 scripts qu'au bout d'un. Même si à l'inverse, tu vois, de temps en temps, je me dis que de prendre quelqu'un de différent, ça peut aussi t'amener. Alors que ce soit sur le montage ou que ce soit sur l'écriture ou sur plein de choses, hein, ça peut des fois t'amener aussi à une vision différente. Donc c'est vrai que, tu vois, quand je vois des gros créateurs de contenu qui ont presque 2 ou 3 monteurs différents et chacun tourne une vidéo ou des fois maintenant il les tourne, enfin il les monte à 2, ça peut être aussi un moyen de renouveler, en tout cas de renouveler l'expérience. Mais voilà. Et juste pour en revenir par rapport à ce que tu disais sur les sujets en parallèle, c'est aussi pour ça que je me force, parce que c'est vraiment pas mon média de base, à me faire à peu près une demi-heure de short, tous les jours pour arriver à trouver entre guillemets «des sujets d'actualité». Parce que c'est Mmh. vrai que parmi les vidéos qui fonctionnent bien, tu prends Kameto. Kameto, c'était une vidéo d'actualité. Pour parler créateur de contenu, il faut souvent faire plutôt des vidéos de qualité. Heu, Après il y a des vidéos que je comprends pas heu, moi au tacos, ça reste quand même un petit mystère, mais bah, je suis plutôt content du résultat. OK. Non, c'est vrai que c'est super intéressant. J'ai l'impression qu'on creuse des trucs là, c'est cool. Cette relation que tu es obligé de construire avec un monteur ou avec un scriptwriter. Et donc du coup, on peut d'ailleurs ressortir un élément supplémentaire pour recruter votre monteur ou votre scriptwriter, c'est de s'assurer que c'est des personnes qui sont apprenantes. C'est-à-dire que quand on va faire une remarque, ils vont pas seulement la corriger et dire: «Bon, bah, c'est bon, j'ai corrigé, ça te va». Ils vont noter dans un coin: «Attention pour ce créateur-là, il faut faire enfin systématiquement, comment dire? Ils vont créer une règle de ton retour. Si tu dis, je sais pas moi, là, il y a un blanc d'une seconde, ça me va pas, il faut le réduire. Ils vont noter, tiens, montage cut très dynamique pour, bienvenue au cabinet et ils referont plus l'erreur. Parce que si à chaque fois tu dois refaire tout le temps les mêmes corrections, tu finis par te lasser et voilà. Donc en fait, il faut qu'il soit apprenant, ça c'est une chose, mais effectivement au bout d'un moment, à force de créer 10, 15, 20 vidéos avec le même monteur, le même scriptwriter, on peut aussi tomber dans une espèce de routine et avoir envie d'autre chose et tester d'autres prestataires aussi. Donc ouais, enfin je trouve que tu as bien résumé les deux pans du truc, quoi. Rapidement, c'est quoi tes plans pour la suite de Bienvenue au cabinet? Est-ce que ton but c'est d'aller au ministère de l'économie pour, aller parler des auto-entrepreneurs et tout ça? Où est la limite? Jusqu'où peut aller, Jérôme? Alors techniquement, en termes de création de contenu, il y a pas de limite à part que ça sera très, très compliqué. Là, cette année, je me suis donné un objectif, d'une vidéo toutes les 3 semaines, là où j'étais à une vidéo tous les mois, l'année dernière. Donc on va dire déjà qu'en termes de développement et justement le fait de prendre toutes ces personnes, ça me permet d'arriver à ça, d'arriver à cette production-là. La deuxième chose, objectif 2026, c'est les 200 000 abonnés, mais ça, c'est même si ça sert à rien, moi, c'est mon petit palier, c'est mon petit objectif de l'année. On reste attaché, hein, c'est fou, hein. Enfin, on est tous comme ça, on est tous, les symboles, quoi. Voilà, il faut des petits symboles et c'est un symbole qui est assez simple. C'est un symbole qui est assez simple, à suivre. Non, derrière, j'aimerais sortir de ma zone de confort et quand je dis sortir de ma zone de confort, c'est, essayer de me rapprocher d'autres créateurs de contenu et peut-être faire des choses différentes, du storytelling seul,
seul dans son bureau. Donc s'il y a un créateur de contenu, qui m'apprécie et qui voudrait que je participe à une de ses vidéos, bah, qu'il hésite pas, ça ferait partie de mes objectifs, pour cette année. Fit and fun? On va peut-être pas aller jusque-là, mais Ça marche. Si je voulais acheter ta chaîne YouTube aujourd'hui, à combien tu me la vends? Là, sans réfléchir, il y a à combien tu je me te la dis vends l pas. sans Ah réfléchir, moi, je te la sans vends? réfléchir, je Il te y a la vends. forcément un prix. Il y a Non, forcément un ah non, prix. mais f sans force, je sais que les gens disent: Il y a un prix à tout». De la même manière que je vendrai pas un enfant ou que je vendrai pas ma femme, je ne vendrai pas ma chaîne, Bienvenue au cabinet, Waouh! À ce point-là? à ce point-là. OK. Donc pour toi, il y a pas de prix alors? Non, Même à 100 000 000 d'euros, tu la vends pas, quoi? non parce que là, j'aurais l'impression d'arnaquer la personne en plus. OK, bon, bah, bon, ça fait que 2 épisodes. Moi, j'espérais à chaque fois avoir un prix, mais bon, même à 100 000 000, tu me dis que tu veux pas. OK. Non, Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes dans ton aventure YouTube? je pense qu'il faut rien regretter. Quand je dis: «Je pense qu'il faut rien regretter», c'est-à-dire que je sais que j'ai fait des erreurs à la fois sur certaines vidéos, sur de la communication, sur, peut-être même des partenariats, mais ce sont des erreurs qui m'ont permis de me construire derrière. Donc, je dirais pas de regret. Le peut-être que le seul regret, mais c'est pareil, c'est ce qui m'a permis de faire les vidéos que je fais aujourd'hui. J'aurais dû directement commencer par, de la vulgarisation plutôt que par des vidéos de entre guillemets «de conseils». Mais c'était aussi plus facile pour moi de démarrer par des vidéos de conseils, de faire ma matière et de me former à YouTube en faisant ça qu'en faisant du storytelling qui prend beaucoup plus de temps et donc prendre plus de temps si j'avais pas les résultats derrière, j'aurais peut-être arrêté aussi plus tôt. Donc je mais si je devais avoir un regret, ce serait celui-ci ou peut-être celui de dire: «Pourquoi j'ai commencé à 40 ans et pas à 30 ans?» Voilà, Mmh. c'est peut-être. OK, c'est souvent ça, hein, quand même, c'est de pas avoir commencé plus tôt. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter YouTube à un moment? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit: «Allez, c'est tout, j'arrête là, je vais, profiter de mes week-ends, profiter de mes soirées», parce que ça prend du temps, l'air de rien? C'est alors ce qui est bizarre, c'est que c'est à la fois la vidéo qui a tout changé, mais c'est vraiment la vidéo qui aurait pu me faire arrêter si elle avait pas fonctionné, c'est la descente aux enfers de Vodka. Cette vidéo, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a fonctionné après coup, c'est que j'y ai mis, je vais pas dire toute mon âme, peut-être pas le terme adéquat, mais vraiment j'y ai tout mis. J'ai adoré, je crois que j'ai regardé une trentaine ou une quarantaine de vidéos de Vodka pour l'écrire. Je et j'y ai passé mais un temps, mais abyssal, quoi. Et à la fin de cette vidéo, j'étais mais usé, j'étais mort et je pense que si cette vidéo n'avait pas fonctionné, il y a peut-être une chance qu'après je me dise: «Bah, allez, on arrête». Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et c'est de toute façon, on en avait parlé, c'est là où tu m'as dit: «Prends un monteur, tu vas voir, ça va aller mieux». Donc ça a donné la suite et en plus, surtout la vidéo a fonctionné, en parallèle. Donc je pense que, même si c'est le travail qui te permet de réussir, pour le coup, ça a été aussi un peu de chance, quoi. Il y a les étoiles se sont Oui, alignées sur cette vidéo, et ont fait, bah, que je suis ce que je suis aujourd'hui sur YouTube. ouais. C'est quoi la vidéo préférée sur ta chaîne? Bah, celle-là. Celle-là? Pour les mêmes raisons? Mais Pas celle-là pour le nombre de vues, mais mais non, vraiment pour parce que l'implication c'est et pour, parce qu'elle résume tout, quoi. Elle résume à la fois la chaîne, elle résume, le fait que j'aurais pu, tout et rien faire et après si je te dis c'est pour moi, voilà, c'est la vidéo qui représente, la chaîne, même si après la vidéo sur Villebrequin qui a fait 1 million de vues en une journée, pour le c'était fou. sentiment, voilà, C'était fou ce moment-là. pour le sentiment quand tu arrives à un moment, je crois qu'on atteignait les 1000 vidéos à la minute ou quelque chose comme ça. Ouais, 1 000 vues par minute, ouais, je me souviens. Je me souviens de ce graphe de vues en direct là. c'était n'importe quoi. Je veux dire, moi, il y a oui, c'est BFM TV qui m'a appelé au cabinet pour, que je réagisse à l'affaire Villebrequin, suite à ça, quoi. Alors, non, mais Et numéro 1 tendance YouTube, à l'époque ouais, où les tendances existaient c encore et ouais, ouais, c'était c'est incroyable. dommage que ça existe plus, ouais. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable sur YouTube? C'est-à-dire un type de contenu que tu regardes, mais tu pas trop, juste parce que, voilà, tu aimes bien un truc satisfaisant? Ouais. Alors, comme je te dis,
bon, déjà, je passe beaucoup d'heures pour le boulot, je passe beaucoup d'heures pour la chaîne. J'ai pas non plus des milliards d'heures à passer sur YouTube et souvent je les passe pour faire pour mes recherches, pour mes prochaines vidéos. Tu vois, j'ai fait la vidéo, sur Valouz. Derrière, j'avais des testeurs de nourriture pendant, 6 mois dans mon flux short. Je fais une vidéo sur Lego, donc maintenant j'ai tous les créateurs Lego, qui me montrent leurs Lego et ça fait, quelques mois que je voulais changer de PC et donc je faisais des recherches sur PC et donc j'avais dans les flux short des vidéos de montage de PC et c'est vrai que les vidéos de montage de PC en type ASMR, sans son, sans Ah oui! commentaire, c'est, heu c'est, c'est quelque chose, je vais toujours jusqu'à la fin de la vidéo. J'imagine bien. Je suis jamais tombé dessus, personnellement, mais j'imagine très bien pour avoir moi-même monté des PC, le petit clic, du processeur qui C'est rentre, ça, la petite la barrette de RAM et tout, j'imagine très bien, ouais. le tournevis électrique est Oui, toujours dans des très, très beaux boîtiers, voilà, actuellement, c'est ça. intéressant. Je te propose une petite partie interview inversée. Est-ce que tu as 1 ou 2 questions que tu as envie de me poser? Soit une question YouTube, soit question perso, c'est, libre Alors, antenne. question pour j'allais dire pour les créateurs de contenu qui nous regardent et aussi pour nous. Si les gens le savent pas, toi, tu es sur Lyon, moi, je suis sur Bergerac et on a beaucoup discuté de stratégie YouTube, mais plutôt stratégie YouTube liée aux vidéos en soi, mais pas liée au développement des youtubeurs et moi, ça fait plusieurs fois que je m'interroge sur, dans la stratégie YouTube, l'intérêt pour un jeune créateur ou pour un créateur qui veut se développer, d'aller sur Paris. Donc c'est ma première question, est-ce que d'après Ouais. toi, dans la stratégie YouTube, être sur Paris, c'est une opportunité ou pas? Petit 1, et tu risques de te faire des ennemis en fonction de ta réponse. Et petit 2, d'après toi, est-ce que justement, dans le développement des chaînes aussi, l'interaction avec d'autres créateurs peut être important? Est-ce que, il y aurait un métier type un attaché de presse ou une personne relations publiques, est-ce que ça fait partie, dans le développement d'une chaîne, des choses auxquelles il faut réfléchir? Super intéressant tes questions. Oui et oui. En fait, j le dans le premier cas, ça dépend vraiment du type de contenu que vous faites. Si vous faites du contenu, très, très intellectuel, très vulgarisation ou du contenu très passion, je suis pas sûr que ce soit indispensable d'être à Paris. Vraiment pas, il y a des chaînes, incroyables qui naissent de partout, heu et vous pourrez connecter avec les autres créateurs de votre communauté, en ligne, dans les commentaires, sur des forums et cetera. Par contre, si votre délire, c'est de faire justement du fit and fun et d'essayer de faire grossir votre chaîne, enfin, vraiment de YouTube très divertissement et que, du coup, dans cette thématique-là, le hack ultime, c'est d'apparaître dans une vidéo d'Amixem, de Squeezie et cetera. Vous avez tout intérêt à être à Paris, non pas parce que, il y a plein d'opportunités pour aller sur les tournages, mais parce qu'il y a plus d'opportunités de rencontrer soit ces personnes, soit des gens de l'entourage de ces personnes, dans les soirées pour créateurs, dans les événements et il y en a, l'air de rien, pas mal. J'en ai découvert moi cette année, genre 2 ou 3 types d'événements qui ont lieu tous les mois à Paris. Je n'en avais jamais entendu parler parce que j'habite pas à Paris. Mmh. Et j'imagine le nombre d'opportunités qui peuvent se créer là-dedans, de pouvoir, juste, dire: «Tiens, salut, je sais pas, salut Squeezie, ou bien salut, toi monteur de Squeezie, moi je fais ça sur YouTube. Ah super intéressant, tiens peut-être à l'occasion je pourrais vous connecter» et je pense que ça peut se faire comme ça, assez facilement, en tout cas plus facilement que si on n'est pas à Paris. Hem, Moi ça me gave un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on puisse aussi avoir ce type d'interaction en région, donc on essaie de faire des petits événements à Lyon, il faudrait en créer à Lille, à Toulouse, à Strasbourg et à Marseille, parce qu'en fait, en vrai, il y a des gros créateurs de contenu qui sont à Lyon, des gros créateurs de contenu qui sont à Toulouse. C'est juste que pour l'instant, on est un peu en vase clos, quoi. Donc ouais, ça c'est un truc qui je pense pourrait bénéficier à tout le monde et sur ta deuxième question, alors là, c'est une question plus difficile. Je pense que le métier, il peut exister en plus, on commence à voir des moves un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on commence à voir des créateurs de contenu qui sont prêts à payer pour arriver aller sur d'autres chaînes en mode: «Tu m'invites» ou en mode: «On fait un fit and fun» et cetera, mais je paye pour y être. Alors c'est plutôt, on va dire, dans la thématique, B2B, c'est-à-dire que c'est des créateurs de contenu qui ont un intérêt vraiment, mercantile ou entrepreneurial à avoir plus de gens qui suivent leur chaîne YouTube. Mais même quand on voit le modèle économique de Legend, par exemple, aujourd'hui, si je paye, je peux aller sur le plateau Legend et
pouvoir apparaître avec la marque et pouvoir apparaître avec le créateur et aussi avoir du coup probablement des gens de League of the Legend qui arrivent sur le coin des youtubeurs. Donc à partir du moment où il y a des actes qui peuvent être payés pour pouvoir aller sur les uns et les autres, il y a probablement la place pour un métier, pour une personne qui va faire un peu l'intermédiaire entre tout ça, type effectivement attaché de presse. Mais là où je suis plus sceptique, c'est sur la partie, fit and fun ou vraiment pure, je t'invite dans mon émission. Je suis pas sûr qu'un attaché de presse ou qu'un intermédiaire, heu, rassure, on va dire, le gros créateur à t'inviter toi. Je pense que on reste aujourd'hui encore dans un truc où les relations, elles doivent se nouer de façon organique. On s'est croisés, on a discuté, on s'est bien entendu. J'ai un concept de vidéo qui tombe bien, ça colle avec ce que tu fais comme contenu, je t'invite. J'ai l'impression que ça doit être encore assez naturel comme ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit un truc qui se soit beaucoup développé aux US non plus. C'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils font là-bas. Donc je suis un peu plus sceptique sur la partie attaché de presse, même si, pour les podcasts, par exemple, les choses comme ça, oui, il y a déjà des métiers dans ce genre-là. Il y a déjà des gens qui permettent enfin, par exemple, toi, si tu disais: «Je veux passer dans plein de podcasts», il y a des personnes dont c'est le métier d'aller, Oui, cibler tous les prospecter. bons podcasts, de les contacter et de dire: «Bah, tiens, je veux placer, Jérôme sur les podcasts», quoi. Donc, il y a de la place, mais pas forcément sur la partie pure créateur où là, j'y crois un peu moins. De toute façon, si tu es sur Paris, tu as pas besoin de la deuxième. Après, ça prend du temps, c'est comme tout. Est-ce que j'ai envie de passer, la moitié de mes samedis, à aller «bosser» entre guillemets pour Ouais, aller réseauter avec d'autres créateurs? Ou est-ce que, bah, j'ai une famille, des amis? Il y a aussi ça. Il y a aussi ce côté réseautage entre créateurs marche très bien sur des jeunes créateurs. Quand tu as entre 18 et 30 ans, tu as envie de sortir, tu as envie de te faire des potes, tu as envie de sociabiliser et cetera. Quand on a nos âges de 40-45 ans, qu'on a une famille, des enfants, un petit cercle d'amis depuis longtemps, bah, chaque fois que tu vas à une soirée de ce type-là, bah, c'est une soirée en moins avec, tes proches et tout donc à fait. quelque part, c'est un sacrifice aussi donc heu, c'est pas forcément déconnant à un moment de dire: «Bon, bah, je paye quelqu'un, qui va aller à la soirée à ma place, quoi». Est-ce que tu as une idée de chaîne ou de créateur de contenu que je pourrais inviter sur ce podcast, à ta place? Ou toi, ça t'intéresserait de savoir un peu, les coulisses, à la fois les statistiques, mais aussi combien cette personne, gagne ou dépense sur sa chaîne? Il y en a un, mais je sais pas si tu arriveras à l'inviter. Bah, vas-y. Ça serait peut-être ton challenge, ça serait et en plus il est pas loin, il était pas loin, pas très loin de chez toi. Hem, il y en a un que j'apprécie énormément, c'est Zach Nani. Zach Nani, alors qui pour le coup, on va dire en termes de contenu est pas exubérant. Il est sur ses podcasts, il est sur des choses assez simples. Tu le vois pas obligatoirement partout, enfin chez tous les créateurs et pour autant, c'est quelqu'un qui pèse, je pense aujourd'hui sur YouTube. Surtout, il a fait, 2 moves, professionnels, importants en 2024 et 2025. 2024, c'était l'ouverture de ses restaurants, où là, on va dire, c'était dans la mode quand même de plusieurs créateurs. Mais surtout en 2025, en rachetant les droits de diffusion de tous les matchs de foot d'Arabie Saoudite et en ayant récupéré, au nez et à la barbe de Ligue 1+, l'équipe de France espoir de football. Il a aussi récupéré C'est les fort. droits de diffusion de l'équipe de France, espoir de football. Donc pour le coup, j'essaye de m'imaginer, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à appréhender comment il arrive à équilibrer entre ce que ça lui coûte et ce que ça peut lui rapporter. Ou sinon peut-être que l'analyse est différente et plus globale, mais je pense que ça serait vachement intéressant et ce jour-là par contre, tu m'invites. Ça marche. Ouais, ça je sens qu'il y a un bilan comptable que tu aimerais bien décortiquer. Mais ce qui est très intéressant, enfin merci de le proposer. Ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai une petite porte d'entrée pour le contacter parce qu'on sait que Zach regarde les vidéos de Bienvenue au cabinet. Donc, il y a peut-être un truc de: «Ah bah, Jérôme de Bienvenue au cabinet aimerait beaucoup que tu passes, sur, Combien gagne un youtubeur?» Et je pense qu'en plus ça l'intéresserait à mon avis de rentrer un peu, même si évidemment il y a sûrement des chiffres qu'il peut pas Oui, divulguer, non mais peu tout à fait, importe, oui. mais d'expliquer un petit peu, son modèle économique. Pourquoi ce serait rentable pour un streamer de prendre les droits de l'équipe de France Espoir, là où c'est pas rentable pour une chaîne télé. Enfin voilà, ce serait méga intéressant de creuser tout ça. Et puis bien sûr, même sa partie création de contenu. Moi, il y a, je veux dire, les chaînes YouTube des streamers,
me fascine quelque part, parce qu'il y a un modèle économique que je comprends pas, où nous on n'est pas, chez Videobiz on n'est pas très bon dans cette partie-là, de dire: «On va te prendre des streams de 6 heures et refaire un replay d'1 heure et demie avec un best-of» et cetera. C'est tout un métier aussi de faire ça. Comment ils monétisent? Est-ce qu'ils mettent un plein de pubs? Est-ce qu'ils ont des sponsors qui sponsorisent le stream, qui est le même qui sponsorise la vidéo YouTube? Est-ce que c'est 2 choses séparées? Enfin, il y a plein de questions en fait que j'aurais envie de lui poser, donc ça peut être super intéressant, donc très bonne recommandation. Nickel. Hem, Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jérôme? Est-ce que tu veux faire un appel quand même à quelques personnes qui pourraient être pile dans ta cible pour ton cabinet comptable? Ou est-ce que tu veux plutôt que tout le monde aille s'intéresser à la comptabilité sur Bienvenue au Non, cabinet? non, je pense qu'aujourd'hui, si on doit me retrouver, c'est juste sur ma chaîne YouTube, Bienvenue au cabinet, et n'essayez pas de me trouver, sur TikTok, ou ailleurs, la chaîne n'est n'est que sur YouTube, aujourd'hui, et si par contre après, certains créateurs souhaitent, me rencontrer ou me voir, en vrai, bah, qu'ils hésitent pas à t'appeler ou à m'appeler, il y a pas de problème, je suis ouvert. Ça marche. Ou à mettre des commentaires, comme ça on est sûr d'avoir une réponse de ta part. Tout à fait. Super, bah, merci beaucoup à tout le monde d'avoir, suivi cet épisode. Je vous incite, si vous le souhaitez, à aller voir l'épisode que j'ai tourné avec Fred, juste ici, qui lui est expert en négociation, et donc il a une chaîne YouTube beaucoup plus modeste que Bienvenue au cabinet, mais qui marche très bien, qui lui rapporte aussi beaucoup, donc ces chiffres étaient très intéressants à analyser, et en attendant, bah, je dis à bientôt et merci beaucoup Jérôme. De rien, à bientôt. Ciao.